Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast dans lequel j'explique comment je réalise ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance grâce à mon business de formation des professionnels de santé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou les résumés de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Épisode 4, saison 2 de Bip Bip, c'est parti. Très belle semaine encore une fois, en tout cas par rapport à la semaine dernière. Je suis toujours sur une bonne lancée, bonne note, bonne météo. Voilà, ça va plutôt bien. J'ai hâte de vous expliquer, on va commencer tout de suite. La note générale, elle est de 8,5 sur 10. La météo, on va dire toujours pareil, du soleil et des petits nuages. C'est pas très, pas tout clair, mais on est bien, on se sent bien. Gros impact sur le sport. Je reparlerai plus pendant le développement personnel. Enfin, gros impact du sport sur comment je me sens. Et semaine un peu plus orientée entreprise, je l'avoue. Quoique, en fait, peut-être plus en stress et en charge mentale l'entreprise, mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup travaillé sur la thèse en termes de temps de travail. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et puis je vais vous raconter en commençant tout de suite par la rubrique thèse. Alors, par rapport à la thèse, je devais travailler sur mes 3 articles en cours. Je pense que je vais arrêter de répéter ce que c'est. Normalement, vous pouvez vous fier au début de saison et au résumé de saison. Donc, l'article numéro 1, c'est là où j'ai reçu la réponse du journal. J'ai vu de A à Z les réponses, j'ai relu mon article et j'ai préparé ce que je pensais faire pour y répondre. J'ai fait pareil, enfin, une de mes encadrantes de thèse a fait pareil. On a fait un point pour se dire, bon, bah, il faudrait sûrement répondre aux commentaires de cette manière, c'est peut-être ça qu'ils veulent, etc. Il se trouve qu'on n'est pas tombé d'accord, on n'a pas lu les mêmes choses, on n'a pas pour objectif de changer l'article de la même manière. Donc c'est pas grave, on s'est dit qu'on allait se redonner l'objectif de revoir par rapport à l'angle de vue de l'autre les commentaires et puis de demander aux autres co-auteurs, parce que j'ai pas écrit cet article tout seul, c'est moi qui l'ai écrit, mais je veux dire ça a été relu, il y a des auteurs qui m'ont expliqué comment on faisait des stats, d'autres qui m'ont déjà relu, qui m'ont donné des conseils. Euh, et on s'est dit, et puis de toute façon c'est ce qu'il faut faire généralement, que bon, on s'est mis d'accord, enfin on s'est pas mis d'accord, mais on a fait le point sur les critiques des reviewers à propos du journal. Maintenant, on va demander aux co-auteurs ce qu'ils en pensent, voir ce qu'il y a à faire. Alors peut-être que je peux vous donner quelques détails pour que ceux qui l'ont jamais fait se rendent compte des types de commentaires. En gros, il y a un éditeur qui est la personne avec qui on communique et qui, lui, voit notre nom de famille et des reviewers. Donc là, il y en a 3 qui sont des auteurs logiquement dans le domaine sur lequel on publie et qui apportent une critique à notre écrit et qui ne sait pas qui on est parce que voilà, pour éviter le copinage et d'éventuels biais. Et donc là, les commentaires que j'ai eus, normalement, ça peut se présenter sous forme de commentaires dans un Word où on va vous dire, bah voilà, ou alors on vous dit précisément ligne 4, pourquoi vous dites ça, ligne 5, il manque telle référence, ligne 44, je ne comprends pas, etc. Là, et je crois que c'est minoritaire, mais je suis pas sûr et ça dépend des milieux, c'était un commentaire dans un mail où en fait c'était un très long mail avec commentaire de l'éditeur, commentaire du reviewer 1, commentaire du reviewer 2, commentaire du reviewer 3. Là, pour le coup, l'éditeur avait un petit peu résumé ce que lui pensait qu'on pouvait apporter à l'article pour répondre globalement aux commentaires des reviewers, mais en plus on avait les commentaires des reviewers moi, dans mon cas précis, c'est difficile d'être précis parce que je vais pas rentrer dans les détails de mon article, mais globalement, il y a une incompréhension sur la méthode parce que j'utilise une méthode un peu particulière d'analyse lexicale, la lexicométrie, donc l'analyse du discours.
qui est peu connu en psychologie et puis peu connu en général. C'est un petit peu émergent, c'est des trucs qui commencent à intéresser parce que c'est un peu une analyse quantitative d'un contenu qualitatif, type discours, et en fait on peut faire un peu de stats dessus là où normalement en psychologie, quand on doit analyser des entretiens, on fait plutôt de la catégorisation sémantique où on va réfléchir entre chercheurs. Oui, cette idée, ça veut dire ça, on le met dans telle catégorie, et puis on compte le nombre de fois où les personnes ont dit telle idée et qu'on le remet dans telle catégorie. Donc il y a des processus méthodologiques pour faire en sorte que ce soit carré. Hein. C'est pas moins carré, mais c'est pas les mêmes styles d'analyse, et il y a des scientifiques qui préfèrent quand même porter du quantitatif, donc des stats, des chiffres, même si en fait toutes les méthodes ont leur biais et démontrent ce qui... Enfin, ils ont un objectif, on les utilise, pardon, dans un objectif concret. Et donc c'est une méthode qui est intéressante, l'analyse du discours, la lexicométrie, sur Alceste et Iramutek pour ceux qui savent. En fait, la méthode est peu connue, et vu qu'elle est peu connue, elle a peu été comprise. Donc, c'est pas parce qu'elle est que peu connue, c'est que moi aussi, c'était un choix de pas m'étaler sur la méthode, et je m'étais laissé une marge d'erreur pour me dire on me posera des questions, parce que, en fait, de toute façon, quand on s'ouvre à des commentaires, on s'ouvre à des commentaires dans tous les sens. Donc, si j'avais mis 2 pages de plus sur la méthode, bah, on aurait pu me dire que c'était trop long. Enfin voilà, je fais des choix. Donc, moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Surtout que le nombre de mots dans l'article sont limités. Donc, en fait, bah voilà, il y a énormément de choix qui ont fait qu'à un moment, j'ai décidé de moins m'exposer sur la méthode. Donc je le prends pas mal, c'est possible, même je suis d'accord, il y a des choses que si on connaît pas la méthode, je suis d'accord qu'il y a des choses qui méritent d'être mises en avant. Donc voilà, pour moi, il y a trois gros sujets. Le premier, c'est une incompréhension de la méthode, et ça, je trouve ça assez simple, parce que moi, je la comprends et je la connais, donc j'ai juste à transmettre un peu la manière de lire, d'analyser, d'utiliser ces analyses pour qu'ils puissent mieux comprendre mon interprétation de mes données. Ensuite, il y a un sujet autour d'une première étude qu'on avait fait, et qu'on met comme étant une étude pilote, qui est un peu le nom qu'on donne pour une petite étude qu'on fait avant une étude publiée. Et cette partie, elle est un peu trop courte pour les personnes, donc voilà, on me demande peut-être de le développer, et on comprendra mieux la manière dont j'amène, parce que j'amène une nouvelle dimension de la confiance, et ça vient de cette étude pilote. Et on me dit, bah, c'est limite le truc le plus important de votre article. Donc, dites-nous un peu plus à quoi ressemble votre étude pilote pour qu'on voit d'où vient cette dimension. Ce que je trouve entendable. Et ensuite, bah, il y a une orientation dans la discussion où il me suggère de parler plutôt de tel angle, plutôt de mettre en avant telle grande idée. Donc voilà, un peu de clarté dans l'introduction, donc quelle est la grande idée que je veux transmettre. De la littérature un peu plus orientée, même si bah, des fois ils veulent qu'on cite l'article des reviewers, hein. Vu que moi je connais pas le nom des reviewers non plus, ils m'ont suggéré des articles à lire et à citer, bah, c'est très probablement les leurs, mais c'est pas grave, hein, ils sont peut-être pertinents. Hein. Enfin, j'espère que quand on fait un article, on croit qu'il est pertinent. Mais bon, il y a aussi de ça. Et puis oui, voilà, je pense qu'en éclaircissant la méthode, l'introduction, bon, j'ai l'impression que je veux dire en éclaircissant tout l'article, mais moi j'ai des points très précis sur lesquels je vois ce que je peux mettre. Euh, Éclaircissant la méthode, l'introduction, cette étude pilote, et en lissant un peu plus bah, concrètement par rapport à ce qu'ils ont compris, ce que l'article apporte, je pense que je peux apporter une réponse. Euh, voilà, c'est jamais facile à vivre, hein, c'est ce que je disais à un proche. On est habitué plus ou moins déjà à se prendre des réflexions quand on en demande des critiques, mais là, c'est comme si je faisais une musique et je demandais l'avis d'un ami, et au lieu de me dire oui c'est bien, oui c'est pas bien, j'espère que vous avez des amis qui sont capables de vous dire que c'est pas bien, mais là c'est même pas c'est pas bien, c'est bon, je vais t'expliquer en quoi c'est pas bien sur 20 points différents. Et donc là, c'est un peu ça. Donc il faut se le bouffer quand même. Hein. Il y a des choses où on est d'accord, des choses où on n'est pas d'accord. Il y a notre ego qui est mis en jeu. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je le lis en plusieurs fois. Et puis dès que ça me tend, parce que des fois ça me tend, hein, il y a des trucs que je trouve pas logiques. Il y a des trucs où on me dit, je comprends pas votre méthode. Et ensuite, on justifie un choix méthodologique. Mais en fait,
le choix méthodologique, il est justifié quand on comprend la méthode. Donc, bref, je vais pas vous faire, je vais pas vous faire toutes les critiques, mais il y en a que j'entends et il y en a que j'entends pas. Et il faut faire, et je fais attention et je sais pas si je fais en sorte, mais je ne sais pas si je suis totalement, euh, si j'arrive totalement à évincer mon ego de toutes mes réflexions par rapport à ça, mais j'essaye en tout cas. Et ma manière d'essayer, c'est de lire à plusieurs personnes, de lire en plusieurs fois, et puis de réfléchir froidement, et puis voilà. Dès qu'on est énervé, moi j'arrête. Je lis une première fois, quand ça me tend, j'arrête, je le reprends le lendemain, et puis on essaye de faire les choses bien. Donc moi j'ai des idées sur comment faire. Malheureusement, c'est pas exactement les mêmes idées que une de mes encadrantes de thèse, donc on va voir avec les co-auteurs. Mais voilà, ça me fait pas spécialement peur, surtout que bah c'est le jeu en fait, hein. On s'expose à des commentaires, on nous demande de reproposer une nouvelle version de l'article. Souvent, il y a 2, 3, 4 versions de l'article. Voilà, c'est le jeu, donc j'ai décidé de jouer au jeu, donc on y joue. Euh, Plus qu'à avancer, demander l'avis, réécrire, resoumettre, reattendre plusieurs semaines, puis il nous repropose oui ou non. Voilà. Ça avance. Le travail cette semaine qui a été de réfléchir aux commentaires et voir comment les améliorer a été fait. Et on peut passer à la suite, au deuxième article. Alors, je suis plus sûr de comment j'ai nommé article 2, article 3. Il y a l'article, oui, article 2, celui sur lequel j'écris, enfin, l'article que j'écris pour valider une mesure de la confiance en fait, c'est une mesure de la confiance pour un groupe, avoir confiance en un groupe. Et le but, c'est que ce soit pour un groupe interchangeable, c'est-à-dire qu'on puisse avec cette échelle, autant juger les médecins que les infirmières, que les banquiers, les psychologues, mais voilà, en tant que groupe. Et là, j'ai eu une petite problématique sur cet article. Il fallait que je réfléchisse aux stratégies de publication, et à choisir un journal, et puis à lire les commentaires de mes encadrantes. Alors, les commentaires, ça n'a pas été lu parce que mes encadrantes n'ont pas fini. Donc le point n'est pas accordé, mais il ne m'est pas enlevé. Et par contre, j'ai passé pas mal de temps à chercher des journaux parce qu'en fait, il y a une problématique quand on cherche des journaux. Il y a plusieurs critères. Moi, mes critères, c'est qu'il n'y ait pas besoin. Bon, ça va vous paraître bizarre, mais moi, mon but, c'est qu'il n'y ait pas besoin de comité d'éthique et pas besoin de pré-registration. Je suis en train de réfléchir à ce que ça veut dire en français. Enregistrement, oui, pré-enregistrement. Pardon. Je fais ce que je déteste, c'est-à-dire utiliser des mots anglais, mais des fois, quand on les lit toute la journée, on a pu la traduction. Donc, j'ai plusieurs critères. En fait, ça, c'est l'étude que j'ai fait sur la base d'une thèse qui a été faite. Et en fait, les demandes éthiques dans la recherche bougent très vite. Et en fait, ces derniers temps, il y a eu un angle où d'un coup, on demande à tous les auteurs de mettre sur un site internet une étude dans laquelle on met, enfin un papier dans laquelle on met un résumé de notre étude qu'on va faire, qu'on n'a pas encore fait. Et on dit, on va utiliser telle variable, faire telles analyses, voici nos hypothèses, pour qu'il y ait une trace, avant qu'on ait les données, de dire on avait déjà l'idée, pour essayer d'aller à l'encontre des stratégies des chercheurs qui vont modifier leurs résultats pour aller dans le sens de leurs hypothèses. Là, si on dit, en gros, le but c'est de dire à tout le monde, je pense que la confiance c'est ça, ou je pense qu'on va trouver ça, et ensuite on le teste, et comme ça, bah, si on le trouve pas, et ben on a le droit que l'hypothèse soit pas validée, mais au moins on peut pas dire dans l'article, ah bah on pensait qu'il y aurait pas de lien entre, je sais pas, la confiance et l'âge, c'est-à-dire que plus les gens sont vieux, plus les gens ont tendance à faire confiance aux autres. Et bah si on trouve pas ce lien-là, on peut pas dire ah bah on s'attendait à ça dans notre article. Non, parce qu'on aura dit avant a priori ce qu'on pensait. Donc il y a une attente qui est totalement légitime et louable de préenregistrer son étude. Et il y a de grosses attentes sur une validation des comités éthiques, qui sont des comités, des regroupements pas spécialement de chercheurs, mais de gens dans la recherche qui visent à analyser les études pour voir si on utilise si on met en avant des critères éthiques
comme la protection des données, faire attention à pas blesser psychologiquement ou atteindre psychologiquement un patient si on fait des études dans la santé, ce qui est moi un petit peu mon cas, parce que je travaille sur la confiance en santé quand même. Et puis voilà, si on n'a pas mis les participants mal à l'aise, etc. Et ça, c'est un processus qui est très long, qui peut prendre entre 6 mois à 1 an, le temps de monter le dossier, d'avoir des allers-retours, etc. Et donc, c'est deux choses que j'ai pas sur cet article, tout simplement parce que c'est sur la base d'une thèse qui a maintenant quelques années et que c'était des choses qui existaient, mais c'était des choses qui n'étaient pas nécessaires à l'époque. Donc, celui qui a fait la thèse a des très bonnes bases éthiques et a fait les choses avec une éthique, mais je veux dire, il n'est pas passé par une institution qui a validé toute son étude. Et pareil pour les processus de préenregistrement. C'est pas quelque chose qui se faisait énormément je pense que du coup, l'ordre d'idée, c'est 4 5 ans. Et maintenant, ça commence à devenir de plus en plus obligatoire. Ce qui fait que moi, j'ai une étude dans laquelle j'ai pas de validation de comité éthique et pas de préenregistrement. Donc, il y a les critères éthiques qui ont été utilisés. J'ai préenregistré une étude. En fait, cet article, plus précisément, c'est plusieurs études. Donc, et il y en a 3 qui sont issues de la thèse et une que j'ai menée moi. Que j'ai préenregistré que cette étude-là, mais du coup, voilà, ça suffira pas pour certains journaux. Donc, ça fait que j'ai besoin de journaux, et ce qui est de plus en plus rare, qui n'ont pas besoin de préenregistrement, ou en tout cas, souvent c'est mis en avant, mais maintenant ça devient obligatoire. Donc, il faut que ce soit suggéré et que même en leur disant qu'on n'en a pas, qui soit. En fait, si on répond pas à un de leurs critères au journal et qu'ils disent c'est mieux si c'est préenregistré, il faut que notre article soit encore meilleur. Donc ça augmente un peu leur niveau de, de dureté pour analyser si l'article est intéressant. Et donc il faut que je trouve un journal qui demande ni préenregistrement ni comité éthique. Et j'ai un autre critère, c'est que vu que c'est un gros article qui fait une cinquantaine de pages et 17 000 mots, il y a des journaux qui disent bah on prend pas les articles qui font plus de 10 000 mots ou plus de 8 000 mots ou plus de 4 000 mots. Sachant que c'est assez fréquent, hein, 4 000 ou 8 000 mots, et c'est même peu fréquent de trouver des journaux qui n'ont pas de limite de mots. Donc il y a eu en fait une réflexion de se dire est-ce qu'on divise l'article en plusieurs. Vu qu'il y a plusieurs études, est-ce qu'on divise l'article en plusieurs? Mais vu le travail qu'on a fait d'introduction, de discussion et de lien entre les études, ça nous faisait repartir sur des mois de restructuration. Et puis, enfin, ça nous faisait vraiment perdre un gros temps. Donc, autant là, pour l'instant, perdre quelques jours à essayer de trouver un journal qui rentre dans les critères. Et il y a d'autres critères. C'est qu'il y en a qui ont pour moyenne de répondre en 340 jours pour accepter. Ça veut dire que je leur envoie mon article et dans 1 an, ils me disent oui ou non, vous êtes peut-être accepté. Et si dans 1 an, ils me disent non, je recommence. Vaut mieux privilégier quand même des gens qui répondent dans des critères un peu plus courts. Ensuite, il y a la question du prix. Parce que, comme je l'ai déjà dit, il faut payer pour publier son article. Alors, des fois, il faut payer quand on veut que son article soit en libre accès. Mais des fois, il faut quand même payer pour que l'article soit publié, même si après, en plus, les lecteurs vont payer. Donc, vu que c'est moi qui finance ma thèse, il y a un petit critère qui n'est pas obligatoire, mais qui joue sur le classement des journaux présélectionnés, qui est, il ne faut pas que ce soit trop cher, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à 3 000, 4 000 euros, et je pourrais le financer par rapport à ce que j'ai de côté, mais ça mettrait beaucoup à mal ma stratégie pour l'entreprise et de l'argent que je gagne en ce moment, c'est-à-dire rien. Donc en fait, ça viderait mes économies qui sont là pour surtout avoir un matelas pour me permettre d'avoir des contrats et ensuite de pouvoir tourner. Et évidemment, il faut trouver un article qui a un sujet, enfin qui publie des articles sur un sujet qui est proche du mien. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup en fait, qui répondent vite, qui est pas cher, qui n'a pas de comité éthique, qui demande pas de préenregistrement, qui a pas de limite de mots, et qui en plus n'est pas un faux journal, comme j'ai dit, ou une revue prédatrice. Parce que en plus, ces critères généralement,
ils sont associés à des journaux peu scrupuleux et qui justement baissent les critères pour avoir plus de gens. C'est-à-dire pas de limite de mots, pas de besoin de pré-enregistrement, pas besoin de comité éthique, parce qu'ils savent que du coup, il y a des petites... Enfin, ils peuvent faire du volume parce qu'il y a plus d'articles. Enfin, c'est plus facile du coup de faire des articles sans ces critères qui mettent du temps. Et ce qui fait qu'ils ont un modèle économique dans lequel, bon, ils ont des reviewers qui regardent pas avoir, ils ont pas de reviewers, ils font payer cher les auteurs pour être publiés, et puis bah, ils se font 3 000 € par article en les relisant à moitié. Donc ça pourrit totalement le monde de la science, mais au moins c'est des structures qui se font de l'argent. Donc je dois naviguer avec tous ces critères pour trouver des journaux. Je crois en avoir trouvé un que j'ai pas en tête, mais de toute façon c'est pas des plus intéressants. Mais voilà, je travaille avec tout ça pour essayer de trouver le journal. Et il faut savoir que ça se trouve, j'aurais fait tout ça, je vais soumettre, ils vont attendre 3 mois, ils vont me dire non. Voilà, pour ceux qui sont intéressés à chaque fois que je mets des limites dans la recherche. Malheureusement, bah, on fait avec tout ça. Moi, pareil, c'est un jeu auquel j'ai décidé de jouer, donc je le sais. Mais eh ben, on avance. Donc sur cet article, il y a tous ces sujets-là. J'attends les commentaires sur la discussion et puis je finalise la discussion. Je verrouille un peu ce journal en demandant aussi autour de moi s'il n'y a pas d'autres sites tridés, s'il n'y a pas un retour. Parce que des fois, on dit ah, j'ai trouvé ce journal, et puis on nous dit ah non, mais celui-là, ils sont très compliqués, ou ah, celui-là, ils mettent beaucoup de temps, ou ah, on n'est pas trop sûr, c'est peut-être un peu prédateur. Donc voilà, un petit peu en attente, mais en tout cas, j'ai bien réfléchi et à ces critères et à regarder les journaux. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose qui serait bien, ce serait de faire un Excel. Donc s'il y a des étudiants en psychologie sociale qui m'écoutent, ce serait bien qu'on fasse un document partagé avec tous les journaux et toutes ces catégories, quoi. Les frais demandés, le sujet du journal, le nom du journal, est-ce qu'il demande un comité éthique obligatoire, la limite de mots, enfin, en fait, vu qu'à chaque fois que j'ai un article, je refais les mêmes recherches, je pense qu'il y a une base de données à faire, peut-être qu'elle existe, mais je pense que je vais même me mettre, en fait, à chaque fois que je fais ces recherches-là, j'ai un Excel à côté dans lequel j'implémente à chaque fois mes nouvelles trouvailles de journaux pour que un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, si je veux un journal, j'ai juste mon Excel avec les critères et je peux faire une recherche beaucoup plus facile. Voilà pour ce qui est de l'article 2. Pour ce qui est de l'article 3, la revue qualitative des mesures de la confiance, je devais avancer sur les résultats. J'ai pas grand-chose à dire à part que j'ai ajouté un nouvel article en relisant un peu tous les processus de décision, tous les critères. Il fallait que je rajoute un article et ça m'a fait perdre du temps parce que en fait c'est un article qui rajoute quasiment rien à mes objectifs de recherche, mais qui change toutes les stats parce qu'au début je faisais mes stats. Par exemple, si je dis il y a 30 articles qui viennent de la médecine sur 47. Et bah maintenant, il y en a 30 sur 48. Donc en fait, dans ton mot texte, quand je faisais des pourcentages sur 47, il faut que je les fasse sur 48. C'est nul, on s'en fiche un peu, mais globalement, bah, ça me fait perdre du temps et il a fallu que je reprenne les résultats. Et en plus, j'ai tellement bien commencé la semaine, je vous avoue que je me suis un petit peu reposé sur mes lauriers, et ce qui fait que ce truc-là, faire les résultats de cette étude 3, je me l'étais mis en fin de semaine, bah finalement ça a été un peu serré. Donc ça, plus un imprévu, ça fait que j'ai pas fait les 30% que j'avais dit. Euh, j'ai avancé dessus, mais voilà, pour moi, c'est pas assez clair pour me mettre les 2 points que je m'étais accordé. Donc, je me suis juste mis un point sur ce sujet, ce qui me fait une note de 5 sur 6 pour la thèse. Au niveau des objectifs pour la thèse, alors sincèrement, j'en ai noté qu'un. Et vous le comprendrez, mais j'ai pas mal de choses à faire niveau entreprise. Et puis, vu que tout est un petit peu en stand-by, je suis en attente pour les articles, relecture des co-auteurs, relecture des encadrantes de thèse. Il y a un sujet sur lequel je dois avancer, c'est la rédaction des résultats pour ce troisième article. Et donc, on va se donner que ça. Je suis un peu dans une phase où je me rends compte que vaut mieux se donner les objectifs importants
moins, mais au moins s'assurer que les vraies choses importantes soient faites plutôt que multiplier les objectifs. Donc objectif niveau thèse, avancer significativement. On peut remettre 30% sur ce troisième article. Et puis, je me rajoute aussi de fixer, partager mes trouvailles par rapport au journal pour l'article 2, et puis un peu ficeler ça, et puis si j'ai les commentaires et si j'ai du temps, travailler à mettre en forme, mais sincèrement, je note pas la mise en forme, je note juste de transmettre et de finaliser le choix du journal, c'est-à-dire vérifier bien partout tous les critères. Et voilà, ça nous fait deux objectifs pour la thèse, mais qui pèseront pour beaucoup de points parce qu'ils sont importants. Voilà, on va pouvoir passer à la rubrique entreprise. Et là, il y a du beau qui se passe, il y a beaucoup de déclics qui se passent surtout. Même si je pense que le déclic, j'en parlerai dans le développement personnel. Et puis dans tous les cas, c'est un peu la suite logique de l'épisode, du dernier épisode, l'épisode de la semaine dernière. Mais franchement, je suis dans une bonne lancée psychologique. Il y a pas, bon, si, j'allais dire, il n'y a pas énormément de choses qui se passent, mais si, parce que j'ai signé un nouveau contrat. Donc, c'est un contrat avec un nouvel organisme de formation où on s'est mis d'accord sur le fait que je prépare une formation sur le burn-out à destination des médecins pour aider les médecins à mieux diagnostiquer, agir sur ce sujet-là. Et en fait, le contrat est fait pour que moi, je mette en place la formation, on attende que ce soit validé par l'ANDPC, qui est une instance qui juge si la formation peut être remboursée, parce que c'est le système par lequel passe l'organisme de formation. Et si cette instance dit oui pour le sommaire et les premières choses que j'ai envoyées, on développe la formation et je la dispense avec eux. Donc voilà, c'est un contrat un petit peu conditionnel, c'est-à-dire que je vais d'abord travailler pour être validé par une institution qui aura 2 mois pour me valider. Et si elle le valide, c'est bon, on peut se lancer. Et eux commercialisent globalement et mettent en avant ma formation. Ils me trouvent des clients, ils l'organisent. Et puis moi, je fais des classes virtuelles pour dispenser mes cours. Et je me fais un petit billet que je ne vais pas vous dire par formation. C'est quelque chose qui est intéressant. La somme est assez satisfaisante pour me dire qu'avec quelques contrats comme ça, je peux travailler, je peux financer ma thèse sans que ça me prenne, sans que ce soit un travail à plein temps. Mais ce que je vis en ce moment, c'est que j'ai beaucoup de contrats, enfin pas beaucoup en fait, mais mes contrats sont plutôt sous du conditionnel où il n'y a rien qui se réalise. Donc euh, je me suis un petit peu fait avoir, j'avoue, par l'appât de l'opportunité et de la possibilité, c'est-à-dire de oh j'ai signé des contrats, il va se passer ça, il va se passer ça, alors que ça avance pas aussi vite que je le pensais. C'est pas frustrant, mais par contre, je me suis rendu compte que j'ai ralenti sur mes collaborations commerciales en me disant ça y est, j'ai trouvé un contrat, mais en fait, un contrat ça suffit pas et il faut travailler avec plusieurs personnes parce qu'il y a toujours des ralentissements et il n'y a rien qui nous assure de pouvoir être tranquille avec un seul contrat. Donc je sais bien parce que je l'ai compris. Mais voilà, je me suis un petit peu reposé sur mes lauriers, un petit peu parce qu'il y a aussi la phase vacances qui était nécessaire et puis la phase reprise des habitudes. Donc voilà, c'est pour ça que je m'en veux pas. Je trouve que c'est un processus normal, gros contrat, grosse fatigue, petites vacances, on reprend et on relève la tête et on se dit bon, le gros contrat me donne pas autant de travail que je pensais, qu'est-ce qu'on fait? J'ai recontacté des nouvelles personnes et un nouveau contrat qui est signé. Le problème, c'est que bah, si c'est mis en place, je commencerai à avoir de l'argent par rapport à ce contrat en septembre, je pense. En gros, c'est ce que je me donne d'ici 3 mois, 3 4 mois. Donc, bah, il va falloir essayer de trouver des choses pour maintenant. Et en fait, bizarrement, j'ai l'impression que j'arrive bien à faire du B2B, business to business, c'est-à-dire à parler à des assos, à des organismes de formation, parce que j'ai quand même dégoté 2 contrats en contactant pas grand monde, hein. Je rappelle que tout ça, c'est basé sur une mise en avant sur les réseaux et 156 contacts, 156 mails. Je pense n'importe qui a essayé de trouver une alternance, un métier ou qui a fait ou qui fait un métier ou qui a fait un métier dans le commercial se rend compte que 156 mails envoyés, c'est rien du tout, hein, c'est même pas une demi-journée. En plus, enfin, j'ai fait 3 styles de mails différents qui sont un peu du copier-coller. Sincèrement, j'essaye de bien écrire, j'essaye d'être intelligent sur la manière d'amener les trucs, mais
Enfin, tout ça, c'est parti de 158 mails. Et donc, j'ai déjà 2 contrats signés et un contrat qui devrait être signé en fin de semaine prochaine. Donc, 2 contrats signés et un troisième potentiel en 156 mails. Ce qui est pas, ce que je te crois est quand même pas mal, puisque c'est des contrats qui peuvent me faire vivre, hein, clairement, et même bien, à eux seuls. Donc peuvent, et encore une fois, je suis dans la potentialité et il faut pas sombrer dedans. Mais je veux dire, voilà, sans espérer que les contrats soient parfaits, même si juste ils tournent et qu'ils me donnent des formations de temps en temps, ça peut me faire vivre et financer ma thèse. Donc je crois que je suis assez bon pour ça, parce que les résultats sont là. En 156 mails, 2 contrats et demi, on va dire, c'est pas mal. Mais par contre, ce type de contrat, c'est des contrats qui sont longs. C'est-à-dire qu'ils mettent du temps à être mis en place et ils mettent du temps à me rémunérer. Et des fois, ils sont conditionnels à il faut que ce soit là, il faut que ce soit validé par une institution. Et en fait, le troisième contrat que je suis en train de faire, c'est dans l'attente d'une levée de fonds. Donc c'est très probable que la levée de fonds arrive. Si la levée de fonds arrive, je peux faire une grosse mission super intéressante, mais la levée de fonds n'est pas là. Et donc, c'est des choses qui devraient se réaliser, qui, si elles se réalisent, me permettraient de financer ma thèse et d'avoir des beaux projets, et en plus dans la durée. Mais j'ai pas de petits, j'arrive pas à choper des petits clients pour une petite formation à gauche, une petite formation à droite, un petit billet et je rentre chez moi. Donc je me plains pas. C'est pas du tout une plainte parce que je pense que c'est très positif de savoir que je suis capable de démarcher du business, des entreprises qui veulent collaborer avec moi sur le long terme. Mais je pense que pour vivre de ce que j'aimerais vivre, il faut savoir avoir des clients en direct et des liens avec des contrats et des associations, des groupes un peu plus conséquentes et sur le long terme. En tout cas au début, parce que là, le temps que tout ça se mette en place, que ça tourne, que la clientèle se trouve par les organismes de formation avec lesquels je suis associé maintenant, et bah en attendant, j'ai rien. Donc je peux encore me permettre de rien avoir parce que j'ai mon matelas, j'ai un peu de tout de côté. Mais sincèrement, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Je vais pouvoir du coup vous parler de le contrat qui arrive. Ça m'intéresse beaucoup. Donc pareil, je ne vais pas parler des termes du contrat encore. Là, on commence à avoir assez d'opportunités pour que je commence à vous dire des chiffres bientôt. Peut-être en septembre justement. Parce que voilà, à partir de 3 4 clients, je vais pouvoir noyer le poisson. Mon but, c'est simplement que vous ne sachiez pas enfin, c'est quoi mes prix et quelle institution, quel organisme me donne quel montant, parce que c'est des informations qui sont confidentielles et c'est noté sur les contrats enfin voilà, c'est pas des choses qui se transmettent. Donc je vous transmettrai ce que j'ai touché, mon chiffre d'affaires, ce qui me permet de vivre, mais pas les tenants et les aboutissants de mes relations commerciales, ce que je trouve normal et j'espère que vous me comprendrez sur ce sujet. Donc bref, sur le troisième contrat qui est en cours, c'est une association qui est intéressée pour que je fasse une étude pour eux, une étude scientifique, en tout cas monter une étude pour elle ait une méthodologie carrée et scientifique et ensuite aboutir sur une potentielle publication. Et en fait, ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que je crois que c'est ça que je veux faire quasiment de ma vie. En tout cas, j'aimerais beaucoup me diriger vers bah voilà, avoir une structure qui me permet de faire des études pour du privé ou là des associations, mais en tout cas pas pour dans le cadre du public et bah, être payé pour ça et du coup se libérer un petit peu de tous les ralentissements du public académique et toutes les problématiques et en plus de pouvoir négocier et avoir des projets qui permettent d'être rémunérés beaucoup mieux que si on allait dans le public. Quand je dis beaucoup mieux, euh, je vais peut-être paraître avare pour ceux qui connaissent pas le monde de la recherche, mais globalement, après une thèse, donc à Bac plus 8, si je veux faire du public, je crois que je suis entre 1008 et 2000 € par mois. Donc ça peut paraître beaucoup, c'est déjà beaucoup, on peut déjà bien vivre. Mais le rêve qu'on nous a vendu, qu'on m'a vendu quand j'étais enfant, de me dire il faut faire des études et à Bac plus 8, on est bien, et bah je trouve que c'est pas à la hauteur de nos études et des compétences qu'on a pu construire et qu'il y a pas que ça, hein. Il y a le fait aussi que je trouve que le public soit une machine très lente et difficile et c'est très difficile à manœuvrer.
Les strates administratives sont très floues. Voilà. Bon, je voulais pas rentrer dans une critique, mais c'est ce que je vis et du coup, c'est ce vers quoi je me tourne. Et donc, avoir l'opportunité d'être flexible, d'être bien payé, de pouvoir naviguer rapidement dans un univers et donc plutôt dans l'univers associatif et privé, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et donc, je suis content de pouvoir être en relation avec cette association. Et du coup, le montage, c'est un peu de se dire, je vous aide à cadrer une étude, et grâce à ce cadrage, vous allez lever des fonds. Et une fois que vous aurez levé les fonds, vous pouvez me payer pour cette phase de cadrage et pour que je réalise votre étude. Donc, je suis en train de rédiger un contrat met un petit peu tout ça en place et j'espère que ça va se faire. Ce qui ferait 3 contrats signés qui me permettraient bah voilà, de pouvoir avancer. Mais donc voilà, un sujet, 2 contrats signés. Donc je suis en partenariat, enfin en collaboration et en partenariat d'un côté avec 2 organismes de formation qui là peuvent m'apporter un pourrait m'apporter des formations tout de suite, l'autre, ça demande une validation sous les 2 mois d'une institution. Et un troisième contrat, un contrat vraiment recherche. Donc c'est cool, c'est sur des sujets qui m'intéressent, c'est des styles de mission qui m'intéressent, donc ça prend forme, mais au-delà des contrats qui mettent du temps à être signés et à ramener, je pense que j'ai besoin tout autant financièrement que personnellement, professionnellement, niveau réseau, pour lancer la machine, d'avoir un client. Donc je pense que je vais me donner pour objectif de redémarcher des nouvelles personnes, mais plutôt dans un objectif des clients, donc des hôpitaux, des assos, pour que je fasse des formations directement. Parce que ouais, j'ai le sentiment que là, il faut que j'aille, quoi. Il faut que j'ai une première mission, que ça se réalise. Signer des contrats, c'est vraiment très bien. Mais ça y est, il faut que je forme, il faut que j'agisse, que je fasse mes prestations, que j'envoie les devis, que je reçoive les factures. Et que voilà, j'ai fini enfin cette première boucle que j'attends tant. Donc ça se passe très bien. Je pense que globalement, ça ne veut pas du tout dire que ça se passe mal. Il y a des choses qui avancent. Mais voilà, en plus des contrats longs, je pense que ça peut être bien de trouver des petites prestations qui me permettent de me faire connaître, d'avoir des références, etc. Voilà pour ce qui est de ce que je voulais vous dire pour l'entreprise. C'était un peu général, mais du coup, on va dire pour le côté entreprise, vraiment formation, contrat, etc. Je vais finir rapidement par résumer ce que je devais faire comme objectif cette semaine, mais enfin, c'était plus important de vous transmettre ça que vraiment mes objectifs de la semaine. Donc, il fallait que je parle de ce contrat-là avec l'association en attente d'une levée de fonds pour validation et que je le rédige. Donc je me rends compte, en fait, je croyais que c'était fait la semaine dernière, mais en fait tout s'est fait cette semaine, de proposer que ce soit accepté et d'écrire une première version. Donc je suis très content. Euh, En fait, tout s'est fait en une semaine, je me rends compte. C'est pour ça qu'il s'est passé beaucoup de choses et que je me suis un peu reposé sur mes lauriers en fin de semaine. Parce que, pareil, le contrat, j'ai eu le temps de relancer, de rediscuter avec le contrat qui est aujourd'hui signé avec l'organisme de formation. J'ai pu les relancer, valider et puis signer. J'ai eu un appel et puis j'ai pu signer un contrat. Et donc j'ai relancé aussi toutes les autres personnes avec qui j'étais associé. Donc peut-être que j'aurai tout simplement de nouvelles réponses lundi et que j'aurai pas besoin encore de chercher de nouveaux clients. Parce que sur les 150, en fait, en relançant, il y a des gens qui reviennent, il y a des gens que j'ai mis en stand-by gentiment parce que j'avais moins de temps et que voilà, c'était pas le moment. Mais j'ai pas encore fini de triturer, on va dire, ce premier pack de 156 personnes contactées. Ensuite, je devais avancer sur la sélection d'un panel pour tester mes formations. Bah, je suis en contact avec une personne qui pourrait m'aider à trouver. On n'arrive pas à se trouver de date. Enfin voilà, mais bon, c'est la vie. Mais donc j'ai avancé dessus. Je devais avancer sur la version un petit peu management de ma formation sur la confiance pour transmettre à ceux qui ont un peu plus de cadrage comment ce qu'on sait de la confiance peut les aider aussi à générer une confiance dans l'équipe, mais à aussi organiser les choses pour que la confiance entre les professionnels de santé et les patients se fasse aussi d'un point de vue un peu plus organisationnel, systémique, de manière vers une équipe, etc. Ça a été fait, ça n'a pas été très long.
je l'avoue, parce que, comme ce que je disais la semaine dernière, j'ai besoin d'y aller. Donc j'ai un petit peu arrêté de me dire, on va préparer, on va vérifier, on va attendre le premier client. Et une fois que que ce sera fait, on fera les premiers tests ou un panel. Mais voilà, il faut que j'arrête de réfléchir, il faut que je dispense mes formations devant des gens pour continuer à avancer. Je devais aussi regarder, je crois que je ne l'ai même pas dit la semaine dernière, mais un peu mieux comprendre sur quelle plateforme visio je pouvais faire mes formations. En fait, j'étais à deux doigts de payer Google Workplace, donc un espèce de Google Premium dans lequel on peut avoir Google Meet Premium et puis d'autres choses, d'autres fonctionnalités qui servent un petit peu à travailler en groupe, en télétravail. Donc j'allais le payer et ma carte n'est pas passée. Et du coup, j'ai regardé autre chose et j'ai vu que j'avais en fait un compte Zoom gratuit grâce à la fac que je pouvais utiliser pour faire ma formation. Donc c'est très bien. Donc il fallait juste que je me rende compte comment je peux trouver une surface qui me permette de faire mes formations parce que Google Meet, quand il y a plusieurs personnes dans le Google Meet, c'est limité à 1 heure. Et vu que mes formations font 2 jours, ça posait problème. Voilà pour ce qui est de l'entreprise globalement et des formations et du contrat. Et maintenant, on va pouvoir passer à la rubrique réseau de cette rubrique entreprise. Alors pour les réseaux, ça y est, c'est reparti. Enfin, je m'explique. J'ai eu un gros coup de mou niveau statistique des réseaux. Je sais que ça arrive. Sur LinkedIn, je sais pourquoi ça arrive, parce que j'essaye un format de vulgarisation et la science, ça marche difficilement sur LinkedIn. Et que bah, je pense qu'on est semaine, je sais plus, 15 ou 16 de mon résumé hebdomadaire. Donc bah, les gens ont compris, mais là, c'est un peu reparti. Mais voilà, je fais des styles de posts qui, je sais, enfin, ça va pas durer énormément. Ce sera pas mes meilleurs posts, les posts hebdomadaires sur qu'est-ce que je fais dans ma thèse. Enfin, ceux qui ont liké 15 semaines d'affilée, bah, je comprends qu'à un moment ils se disent oui, bon, on a compris. Je veux dire, ça devient tellement habituel que limite on me lit sans me liker. Ce que je comprends, il n'y a pas de souci. Et voilà, le post vulgarisation qui fait pas partie des posts qui sont les plus likés. Et je fais un peu moins de posts que j'appelle opinion, dans lequel je mets une opinion où je défends une idée. Parce que tout simplement, j'en ai pas, j'ai pas envie de me forcer. Et puis ces derniers temps, quand j'avais pas de temps, je le mettais pas. Donc bref, petit événement un peu plus bas niveau statistique sur LinkedIn en tout cas. Et je m'étais donné pour objectif de me relancer un peu niveau algorithme, c'est-à-dire faire une interaction par jour cette semaine sur LinkedIn et sur Twitter. Et ça fonctionne bien. Donc quand je dis interaction, liker, republier et surtout commenter. Le commentaire, je sais que c'est important parce que ça a un peu plus de poids pour l'algorithme, il me semble. Et en plus, ça a un peu plus de poids pour les humains, c'est-à-dire que ça invite à plus de discussions, les gens vous retiennent plus facilement, et puis on peut échanger dans les commentaires. Et bah, le fait d'avoir fait ça autant sur Twitter que sur LinkedIn, ça a enfin relancé mes stats. J'ai de nouveaux likes, donc j'ai pas re-explosé, recassé LinkedIn. Mais ça y est, c'est reparti en rythme de croisière. C'est des stats que je connais. Le nombre d'abonnés, il est constant, voire il s'améliore. Donc j'ai de plus en plus d'abonnés par semaine sur sur LinkedIn, pardon. Donc ça se passe plutôt bien. Et je voulais faire un. Donc, ça, c'était plutôt pour LinkedIn et je voulais faire un focus un peu plus Twitter parce que Twitter, c'est pas que j'avais une semaine basse, c'est que je venais de commencer et pendant 2 semaines, j'avais quasiment rien du tout. Et bah, en fait, je pense avoir répondu à mes difficultés, c'est-à-dire en utilisant ce que je pensais fonctionner pour l'algorithme, c'est-à-dire commencer à suivre au moins quelques personnes parce que je ne suivais personne, ou quasiment euh, s'associer aux hashtags qui sont connus, mettre des hashtags dans ses posts, suivre les hashtags et puis commenter, republier, agir dans le réseau. Et donc en faisant ça, et bah ça y est, mon Twitter est parti. Donc il est loin d'exploser. Je crois que j'ai 4 ou 5 followers et je suis une trentaine de personnes. Mais voilà, enfin j'avais mes posts. Je sais pas si on dit posts sur Twitter, mais
on va dire qu'on dit ça, mes posts faisaient une ou deux vues, sachant qu'il y avait moi et un, un ami qui like tous mes posts. Donc, en fait, les posts n'étaient partagés à personne. Et donc, il fallait que je sorte de ma bulle et que mon post soit au moins montré à une faible proportion de gens. Et ça y est, j'ai eu des likes, j'ai eu des commentaires, j'ai eu des followers. Donc, je sais au moins que je suis dans le réseau pour l'algorithme. Maintenant, on va essayer d'être de plus en plus présent. Mais ça marche assez pour me donner de l'espoir et continuer. Donc je maintiens le Twitter. Je vous recommande toujours de venir suivre le compte. Je dis des choses normalement qui sont différentes que ce que je dis dans le podcast et sur LinkedIn. Il y a vraiment des éléments de quotidien, des petites pensées de développement personnel qui me viennent. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir sur le Twitter bip podcast avec un B, une majuscule à B au 2B et une majuscule au P. Podcast. Sinon, Alexandre, je crois que vous pourrez trouver. Et puis, les liens sont aussi en commentaire. Donc, pour ceux qui commencent dans les réseaux et qui sont nuls sur Twitter comme moi, suivre les hashtags, commenter et follow des personnes qui sont potentiellement intéressées, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas en avoir trop, et bah ça aide à se lancer. Il ne faut pas juste faire des posts au début, il faut un peu exister sur la plateforme et avoir quelques interactions soi-même aussi. Donc voilà, ça va continuer. Je pense que je vais continuer à me donner pour objectif de faire une réaction par jour. Alors je sais que on conseille plus, hein, même sur LinkedIn, on conseille plutôt, j'ai déjà vu jusqu'à 15 commentaires par jour. Et bah concrètement, c'est pas le temps que j'ai envie de mettre sur les réseaux. Donc si c'est plus lent, c'est plus lent. Mais déjà, je pense qu'une réaction, au moins un commentaire par jour, c'est pas mal. Il y a un autre truc qui me pousse à continuer, c'est que j'ai pas trouvé beaucoup de gens qui font ce que je compte faire, c'est-à-dire parler de ma thèse, de mon quotidien, développement personnel et l'entreprise. L'entreprise, oui, ça existe, hein, les jeunes entrepreneurs qui parlent, qui font du building public, ça existe en France. Et encore, il n'y en a pas énormément. Mais moi qui fais ma thèse et qui build in public ma thèse, ça, j'en ai pas trouvé, sachant que j'ai fait plusieurs sessions de recherche. Et du coup, je pense que j'ai une place sur Twitter pour être un compte intéressant pour ceux qui sont intéressés, soit pour monter un business de formation, soit pour financer leur thèse, soit pour faire une thèse, parce que c'est un peu les trois sujets sur lesquels je publie. Donc voilà, le fait que ça se lance un peu et que je vois qu'il n'y ait pas grand monde en français qui fait ce que je fais, bah, je me suis dit, ok, ça a le mérite que je continue d'essayer. Donc on va continuer Twitter. Et puis de toute façon, je pense que le jour où j'ai moins de temps, où j'ai trop de clients, malheureusement, ça fait partie des premiers trucs qui vont partir. Parce que là où LinkedIn, ça me ramène des gens et ça participe à ce que je fais, Twitter, ça participe un petit peu, ça pourrait me ramener des clients, mais j'avoue que ça fait plutôt partie de la logique podcast, etc. Ouais, c'est limite plus du personnel que du professionnel. Donc le jour où j'ai moins de temps, ça fait partie des premiers trucs que j'arrêterai. Alors, mes objectifs pour l'entreprise, ils sont simples. Euh, les premiers sont liés au contrat que je suis en train de rédiger pour l'association pour laquelle je pourrais faire une étude. Donc, le but est de finaliser le contrat, de leur envoyer, de le faire relire à des gens qui m'ont proposé de le relire, de préparer le rendez-vous que je vais avoir vendredi, parce que vendredi, je vais passer la journée avec eux. Et donc, j'ai envie de lire quelques articles scientifiques, quelques données sur ce qu'ils font pour mieux comprendre, et faire le rendez-vous. Donc déjà, en fait, ça va déjà me prendre deux jours de finaliser le contrat, lire des articles et y aller pendant un jour. J'ai déjà 2 jours de la semaine qui sont pris. Et donc avec ça, continuer de être actif sur les réseaux, que je vais peut-être juste mettre en habitude maintenant, et commencer, voire finir, mais avancer très précisément sur le sommaire de ma formation pour laquelle j'ai signé un contrat pour le soumettre le plus rapidement possible, vu qu'après l'instance, la NDPC a jusqu'à 2 mois pour valider ma formation, et bah vaut mieux que je fournisse mon sommaire détaillé le plus tôt possible
parce que s'il refuse, c'est reparti pour 2 mois. Donc voilà, tout simplement pour les objectifs niveau entreprise. Et tout ça nous mène jusque la rubrique développement personnel. Désolé pour cet épisode qui va être long, mais c'est des choses que j'avais envie de transmettre. Et j'ai essayé de pas m'étendre sur des choses moins importantes, mais voilà, transmettre les contrats, transmettre mes critères pour les journaux, c'est des choses que je voulais transmettre. Mes excuses, vous les écouterez en plusieurs fois. De toute façon, de ce que je comprends, à chaque nouvel épisode, beaucoup de personnes reprennent le podcast du début ou peut-être par les saisons, parce que j'ai de moins en moins de téléchargements le jour même de la sortie des épisodes. Par contre, les épisodes 0 et les premiers épisodes gagnent toujours en téléchargement. Donc j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me réécoutent dès le début. Ça me satisfait beaucoup. Merci beaucoup. C'est intéressant parce que moi, j'ai déjà consommé des podcasts comme ça. Et puis si on arrive après, eh bien, autant commencer depuis le début vu que c'est quelque chose qui se suit. Voilà. Le jour où j'enregistre ceci, nous sommes le 21 avril 2024. Si vous écoutez ça dans 6 mois, eh ben, merci d'avoir recommencé depuis le début. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me dire ah, je viens d'écouter tel épisode alors que ça fera 6 mois que je l'ai sorti. Ça me fera rigoler. Bref, on n'est pas sur la fin du podcast. C'est pas maintenant normalement que je vous invite à me contacter. Donc pour le développement personnel, les habitudes n'ont pas été faites cette semaine. Quand je dis pas été faites, c'est que pas les 90%. Et j'ai beaucoup réfléchi aux habitudes. Il y a des choses qui marchent plus, qui sont plus nécessaires. Et j'ai pas en plus été très bon sur la déconnexion mail, LinkedIn, Twitter, parce que bah, quand les réseaux se relancent, en fait, on a un peu envie de revoir ce qu'il y a. Et ouais, j'étais bon sur les pas, les compléments alimentaires, le sommeil. Et en fait, je dois avouer que beaucoup de choses que j'attendais en tant que bien-être et comment je me sens et bonne humeur sont totalement résolues par le sport. Là, je fais 3 séances de sport par semaine et j'ai totalement ce que je comptais avoir par les bonnes habitudes, c'est-à-dire me sentir bien dans mon corps, mais aussi moins stressé parce qu'il y avait un gros sujet sur le stress en fin de saison. Et en fait, les nouvelles habitudes que j'ai mises en place, c'est-à-dire le sport 3 fois par semaine, la nature et au moins un jour bon, c'est pas une habitude, mais au moins un jour de pause. Et en fait, les nouvelles résolutions que j'ai prises depuis la saison 2 m'aident beaucoup, au point que du coup, je n'ai plus besoin de la méditation. Donc, je vais enlever la méditation dans mes habitudes obligatoires par jour. Et en fait, je compte méditer quand je sens que j'ai envie de méditer. Tout simplement parce que le sport me déstresse énormément et c'est un peu ce que j'attendais de la méditation. Le sommeil me permet d'être concentré très vite, donc j'ai pas besoin de méditer pour me concentrer quand je sors, quand je sors du lit. En plus, je me lève, je vais marcher, donc je suis déjà réveillé et concentré parce que j'ai bien dormi. Donc en fait, la méditation me sert plus tant que ça. J'ai trouvé un cas dans lequel la méditation me sert et ça je vais le garder, mais du coup ce ne sera pas obligatoire. C'est le moment de quitter le travail, vu que je suis souvent en télétravail. Et puis quand j'ai des trucs qui me prennent la tête et que j'ai beaucoup travaillé dessus ou des choses stressantes, c'est difficile de lâcher prise, de finir le travail et puis d'aller s'occuper tranquillement après le travail. Et pour couper vraiment la phase de travail et la phase de détente, et ben là, la méditation peut m'être utile et je l'ai essayé, je crois, une fois ou deux déjà cette semaine. Quand je sens que ça y est, je tourne encore en rond et que le dernier mail que j'ai lu ou la dernière activité que j'ai faite me tourne encore dans la tête après que j'ai décidé d'arrêter le travail, là, je médite. Et là, c'est très utile. Donc voilà, je garderai la méditation comme une arme. Mais en fait, je sens que je rentre en état méditatif. En fait, je sens un peu l'état dans lequel ça me met la méditation. Euh, un peu grâce au sport, en tout cas à l'après-sport, quand on se repose. Et la nature aussi, aller en nature, ça me fait du bien. Et donc, voilà. J'arrête la méditation.
Ça, c'est pour. Donc, je l'ai moins fait cette semaine parce que ça a commencé à me saouler. Et ça fait partie des choses qui ont fait que j'ai pas fait 90%. Et les autres choses qui ont fait que j'ai pas fait 90%, c'est la déconnexion. Parce que je me pose des questions, hein, vous l'avez vu, ça fait plusieurs semaines que la déconnexion, c'est compliqué, se donner une règle une fois par jour, 2 fois par jour. C'est pas très écologique. En psycho, on dit écologique pour dire c'est pas très réaliste en fait. C'est pas quelque chose qui marche beaucoup dans le réel. Enfin, il y a des fois, bah là, par exemple, j'attendais un cas concret. Le contrat qui a été signé cette semaine, et bah, il y a eu une première version, je l'ai lu, ça me plaisait pas. Je vais pas me dire, pour lire le mail, j'ai ouvert mon application de mail une fois, donc j'attends demain pour dire que ça me plaît pas. Enfin, non, en fait, là, du coup, en une après-midi, j'ai ouvert mon mail, j'ai reçu le contrat, j'ai dit, j'aimerais bien qu'on change ça, ça, ça. Elle me dit, ok, je resigne. Donc, oui, je suis allé voir mes mails plusieurs fois. Mais enfin là, ce serait une perte de productivité de limiter cet usage des mails. Donc, je vais tester une autre formule pour laquelle je suis pas sûr, hein, parce que je risque de faire du multitasking quand même l'après-midi, mais je compte m'interdire les mails le matin, parce que euh, je pense que chaque chose qui soit importante, si on nous envoie un mail à 14 heures, à 9 heures pardon, et qu'on le lit à 14 heures, c'est pas fondamentalement compliqué. Parce que je fais tout pour avoir mes rendez-vous professionnels l'après-midi, donc dans tous les cas, il y a peu de mails le matin qui me diront je suis en retard ou on se connecte, etc. Et parce que je fais tout pour avoir des tâches compliquées, importantes le matin. Donc en fait, c'est super bien de se réveiller et de se dire aujourd'hui je fais ça. Et donc les 3 4 premières heures du matin, on ouvre son ordi et on fait ça et on se pollue pas la tête avec des mails qu'on peut recevoir. Et je sais pas, bah là je dois faire les résultats de mon étude, boum, je suis à fond. Euh, on n'a pas rechargé la tête de plein d'idées, de charges cognitives de la journée. Donc, on va essayer comme nouvelle règle, pas euh, LinkedIn, Twitter et mail le matin. Comme ça, ensuite, je gère le reste l'après-midi et donc je peux un peu plus me laisser aller à du multitasking, même si je sais qu'il faut l'éviter, parce que j'aurais fait le plus important le matin sans m'avoir pollué la tête avec les mails et les réseaux sociaux. Pour revenir aussi rapidement sur la méditation, en fait, je médite tous les jours, mais je le comptais pas parce que c'est devenu automatique et puis je trouve que c'est pas dans le même, c'est pas la même utilisation, c'est pas dans le même registre. Mais maintenant, je médite pour dormir, donc je vous le transmets quand même parce que maintenant, en fait, depuis là, le début du podcast, je crois que j'ai eu qu'une insomnie, alors que je suis pas spécialement insomniaque, mais ça m'arrive. Et puis, depuis que j'ai une vie un peu plus trépidante, un peu plus stressante, je devenais de plus en plus insomniaque. Mais là, je crois sincèrement que depuis janvier, j'ai dû avoir 2 insomnies, quelque chose comme ça. Alors qu'avant, ça m'y arrivait au moins une fois toutes les 2 semaines, voire une fois par semaine. Et je m'endors littéralement en 5 à 10 minutes. Je le sais parce qu'en fait, je lance une méditation et après 5 minutes de méditation, j'éteins le casque avec lequel j'écoute et je m'endors. Et le lendemain, quand je rouvre mon téléphone, je vois que j'ai coupé généralement l'application au bout de 4 à 5 minutes. Et du coup, je me dis après, il y a juste 4 à 5 minutes dans lesquelles je me tourne à gauche à droite jusqu'à dormir et j'ai même pas le temps de me rendre compte que j'ai attendu, que je me suis déjà endormi. Donc il n'y a pas que la méditation, il y a le fait de dormir tous les soirs à la même heure, de marcher le matin, de bien manger, de se réveiller à la même heure, de bien dormir. Enfin bref, je mets tout en place pour bien dormir, mais l'endormissement, ça reste quand même quelque chose qui peut gâcher toute une nuit, hein, même si on fait tout le reste de bien. Et la méditation pour dormir, ça, je vais le garder, mais ça faisait même pas partie de mes habitudes parce que c'est juste. Enfin, je me force pas, quoi. C'est vraiment en faisant ça, je dors bien 99% du temps, donc je le fais. Et je vous le recommande du coup. Voilà, niveau développement personnel un peu plus général, je passe une phase de déclic qui me fait beaucoup de bien, où il y a les 2 phrases que j'ai commencé à comprendre la semaine dernière et que je comprends un peu mieux et qui m'aident beaucoup. En fait, ça m'a dégagé beaucoup de temps. C'est prioriser prioriser en fonction de la matrice d'Eisenhower en rajoutant une colonne et en faisant un tableau que j'ai déjà transmis. Euh, En rajoutant
le fait que ce soit obligatoire ou non, donc juger par urgence, importance et caractère obligatoire de la tâche, et se rendre compte que c'est pas parce qu'on fait une tâche qui est urgente et importante qu'on fait vraiment la chose importante dans cette tâche. C'est-à-dire, par exemple, si je dois travailler sur les résultats là de mon article numéro 3, et ben, je suis capable de, moi, me sentir bien parce que je me dis, allez, ce matin, je travaille dessus. Mais en fait, je vais passer 2 heures sur un paragraphe, alors qu'en fait, on s'en fiche de ce paragraphe, où en fait, je joue sur les mots, et que le plus important dans ce projet-là, c'est juste de refaire une analyse ou d'écrire une autre partie. Enfin voilà, je me rends compte que moi, c'était surtout pendant la phase création de formation. Je peux améliorer telle partie, je peux améliorer telle partie, je peux trouver une nouvelle activité, je peux trouver une nouvelle surface que WooClap. Et en fait, je me disais, je peux améliorer, mais t'as pas de client en fait. Tu cherches à améliorer, mais tu n'as pas de client et ce serait mieux de juste finaliser, te dire ok c'est bon et faire une autre tâche. Donc là c'est aussi, j'ai l'impression de faire ce qui était important, mais finalement euh, à vouloir trop perfectionner cette formation, j'ai pas voulu me dire bah en fait je suis en train de travailler pour me rassurer, alors qu'en fait là le vrai truc important ce serait trouver des nouveaux clients. Donc prioriser, euh, arrêter de travailler pour se rassurer et des fois faire attention parce que on travaille sur quelque chose qui nous semble important, mais il faut très souvent tout remettre en perspective par rapport à ce qu'on veut et à ce qu'on fait. Et c'est compliqué, je me rends compte que c'est compliqué et que c'est à faire souvent en fait. On croit que c'est important, sauf que là par exemple, ma tâche qui était importante, c'était faire cette formation. C'est très important parce que j'ai signé un contrat pour cette formation. Mais à partir de quand on l'a fait à un niveau satisfaisant, pour se dire maintenant c'est plus si urgent et si important de le perfectionner. Je ne sais pas si c'est clair, mais je trouve que c'est très important. En tout cas, c'est quelque chose qui me parle beaucoup en ce moment. C'est qu'il y a 2 semaines, c'était important ta tâche, mais là, tu l'as avancé à 90%, et de passer de 90% à 100%, ça devient plus important. Et c'est ce que voilà, c'est ce que je vis au quotidien. Et de m'être dit ça, ça m'a dégagé beaucoup de temps parce que tout simplement, j'ai arrêté des choses en me disant, mais attends, ça, c'est bon, en fait. Tu l'as fait le 20% d'effort qui a 80% du résultat. Et tu as même fait beaucoup plus. Maintenant, il faut arrêter. Et voilà, je crois que j'avais dit 2 phrases, mais globalement, c'est ça le sujet. Puis je le comprends en ce moment, donc même là, en vous le disant, en fait, je le comprends un peu mieux et je trouve que je l'ai transmis d'une manière plus précise encore que c'était dans ma tête. Donc je vais m'arrêter là pour cette catégorie développement personnel. C'est ce que je vis et j'espère que ça vous parlera ou que ça pourra initier des réflexions ou que vous êtes déjà passé par là et que vous pouvez vous projeter. On va maintenant pouvoir passer aux 2 dernières petites rubriques de ce podcast. Et la première, c'est le mindset. Donc, côté mindset, et en fait, bon, c'est pas vraiment une catégorie qui est très loin de ce que je viens de dire, mais mindset, là, en fait, dans le mindset, j'aimerais vous dire quelque chose qui est déjà intégré et qui me permet d'avancer. Et ce que je viens de vous dire, c'est plutôt quelque chose sur lequel je travaille, où je suis vraiment en cours d'acquisition. Voilà. On va dire, pour revenir à l'école, il y a en cours d'acquisition et acquis. Et donc là, dans la rubrique mindset, j'aimerais vous transmettre quelque chose que j'estime acquis, ou en tout cas j'ai un niveau acquis que j'aimerais vous partager, parce que je pense que voilà, on est toujours à niveau X dans les sujets. Le sujet dont je viens vous de parler là sur la priorisation, etc. Bah, je viens de me rendre compte qu'en fait je viens de finir un nouveau niveau et du coup j'arrive à un nouveau. Et là, il y a un sujet voilà, que je veux vous transmettre, sur lequel je tourne depuis souvent et qui marche bien. Bref, le sujet, c'est le fait, une phrase que je dédicace à mon père, parce que c'est lui qui me l'a toujours dit. Une bonne préparation, c'est 90% de réussite. Encore une fois, rubrique un petit peu vieil adage, un petit peu nul du quotidien et qui veulent tout et rien dire. Mais pour donner un petit peu de contenance à cette phrase, euh, je pense que la préparation est sous-estimée et moi, il y a un sujet qui me vient souvent, c'est les réunions et les points et les réunions commerciales. Je le vois quand les gens, moi je le vois quand les gens n'ont pas préparé les réunions, même si des fois c'est juste des réunions pour savoir qui est la personne, etc. Je prépare toujours mes réunions et je pense que c'est pour ça que je suis assez bien vu par mes partenaires commerciaux. C'est que
En fait, je sais un petit peu, j'ai toujours un coup d'avance parce que je sais qui est la personne et même si je vais lui demander, j'essaye de plus en plus d'être honnête et dire bah je suis allé voir ton LinkedIn parce qu'en fait on sait qu'on le fait. Mais moi j'ai toujours à chaque rendez-vous, même si c'est juste un rendez-vous, ouais ça te dit qu'on se parle, je fais tel truc, je fais tel truc. Je suis allé voir qui était la personne, je suis allé voir le site et j'ai préparé des questions, j'ai réfléchi à en quoi elle peut m'être utile, en quoi je peux l'être utile et des angles de questions. Et sincèrement, bah déjà, ça rassure énormément. Et je pense que ça aide beaucoup dans les relations commerciales parce que souvent, on a un coup d'avance. Donc, c'est pas un coup d'avance, genre, ah, je savais que tu as fait ça dans ta vie, mais en fait, on a déjà réfléchi. Enfin, moi, j'ai déjà réfléchi à des sujets qui allaient être abordés, que du coup, ça me permet d'être du tac au tac, de bien répondre. Et en fait, tout ça, c'est parce que bah, j'ai déjà un petit peu process le rendez-vous dans ma tête et que je me demandais qui allait avoir ces questions, ces trucs-là. Et donc, c'est pareil pour un entretien d'embauche. En fait, moi, je prends chaque rendez-vous commercial comme un entretien d'embauche, en gros. C'est-à-dire que je prépare les questions basiques et comme ça, quand ça sort, ça paraît naturel alors qu'en fait, c'est réfléchi. Donc l'articulation et la manière dont je m'exprime est naturelle, mais les idées sont réfléchies. Et ça, je veux le transmettre parce que je vis ça au quotidien. Une bonne préparation, c'est 90% de réussite. Et moi, je le vois surtout pour les rendez-vous pro. Voilà pour ce qui est de la rubrique mindset, de la rubrique développement personnel. Et on va finir, comme prévu maintenant, par une petite recommandation qui est Mon petit renne en français, My Little Reindeer, je crois, en anglais. Série Netflix que peut-être beaucoup d'entre vous ont vu. Je crois que ça commence à être connu, puis c'est sur la page d'accueil. De toute façon, je ne compte pas mettre en avant une culture forcément extrêmement poussée dans cette rubrique recommandation. Mon but, c'est juste de vous transmettre quelque chose qui m'a plu cette semaine et que j'aimerais partager. Donc voilà, c'est une série sympa, basée sur une histoire vraie. Ça me parle souvent beaucoup les fictions basées sur une histoire vraie que je recommande. Comment je pourrais la pitcher sans spoiler? C'est un comédien américain qui rencontre une femme qui est très vite, très, voire trop présente dans sa vie. Et bon, voilà, c'est du typique Netflix production. On le sent dans la patte, on le sent dans la lumière, dans l'écriture, dans l'humour. Mais voilà, c'est sympa, je recommande, ça se regarde vite. Et voilà, je l'ai trouvé intéressant, donc je vous le partage. C'est ainsi que se termine ce nouvel épisode de Bip Bip. Je vous remercie de m'écouter. Je vous invite encore une fois à venir me suivre sur les réseaux, LinkedIn et Twitter. Surtout en ce moment Twitter, je vous avoue, je ne serais pas contre un petit soutien. Bip Bip-du-bas podcast avec une majuscule à chaque début de mot. Et ben, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bip Bip.